Chapitre 1. Les cicatrices du silence chaque matin. Elara naissait du froid, les yeux grands ouverts sur un vide qui avait la couleur de l'acier et le goût de l'oubli. Le gel cryogénique se rétractait de ma peau en un sifflement vaporeux. Mes poumons se dépliaient, aspirant l'air stérile et froid. Je clignais des yeux face au néon blafard de la cellule. Rien, comme toujours. Pas de souvenir, pas de nom, pas de visage aimé. Seulement la mission, gravée dans mon esprit comme un sillon brûlant, maintenir l'Odyssée, protéger l'arche. Mes doigts effleurèrent les cicatrices aux tempes, des lignes lisses, froides, semblables à des circuits intégrés. Je ne savais pas qui les avait gravées ni quand. Elles étaient là, comme le reste de l'amnésie, une donnée de départ. Je me levais, les muscles protestant après des mois d'immobilité. La combinaison de régulation thermique m'épousait parfaitement. Une seconde peau grise et sans aspérité. Sur l'écran mural, mon identité clignotait. Opérateur Elara, cycle 1133, status nominal. Les chiffres ne signifiaient rien. Ils étaient juste un compte à rebours vers quelque chose que je ne comprenais pas. Un bourdonnement sourd traversa la coque. Le vaisseau respirait. Quelque part, dans les entrailles de cette arche de 5 km, des machines vieilles de 2 siècles maintenaient le cap vers Capra 4042. Une planète que je n'avais jamais vue, pour une colonie dont je n'avais aucun souvenir. Une image fugace traversa mon esprit. Une main tendue vers moi, des doigts entrelacés aux miens. Une sensation de chaleur. Puis plus rien. Le vide revint, plus lourd, plus amer. Je serrais les poings. Ce n'était qu'un bug neural. Un écho parasite du système holographique. Les protocoles étaient clairs. Ces impressions étaient des anomalies à ignorer, des fantômes dans la machine. Ma mission était réelle. L'arche était réelle. Le reste était accessoire. Pire, c'était une distraction. Je chassais la dernière brume de doute et me dirigeais vers les conduits de maintenance, mon esprit déjà focalisé sur les paramètres à vérifier. La mission avant tout. Ses doigts glissaient sur les panneaux de contrôle avec une précision machinale, chaque geste un écho de milliers d'autres, effacés. Le niveau 4 sentait l'ozone et la poussière métallique. Un bourdonnement bas et constant, le pouls de l'Odyssée imprégnait l'air. Je parcourus les conduits principaux, mon scanner à la main, la routine. Vérifier les joints d'étanchéité, les flux de refroidissement, les niveaux d'énergie résiduelle. Mes yeux parcouraient les relevés sans vraiment les voir. Mon esprit, lui, traquait autre chose. Les fantômes. Une ombre bougea dans le coin de mon œil droit, là où les lumières fluorescentes clignotaient par intermittence. Je tournai la tête. Rien, seulement le gris mat des parois et le réseau complexe des tuyaux. Bug visuel, murmurai-je. La voix rauque dans le silence relatif. Le protocole l'exigeait, verbaliser l'anomalie pour l'archivage neural, l'admettre, puis l'ignorer. Je continuais. Mes pas résonnaient sur la grille métallique du plancher. Clan, clan, un rythme régulier, puis un quatrième écho, plus léger, décalé. Je m'immobilisais, le son cessa, mon cœur cogna contre mes côtes, un battement sourd et traître. Je forçais ma respiration à se calmer, écho acoustique, les conduits déformaient les sons. Une explication logique. Je levais mon scanner vers un panneau de distribution. Les chiffres dansèrent stables en 9 et 8 séquentionnent dans la norme. Alors que je baissais le bras, la lumière de l'écran éclaira brièvement la paroi en face de moi. Une silhouette s'y refléta. Une forme humaine, indistincte, debout derrière moi. Je me retournai d'un mouvement brusque. Le couloir était vide. La sueur glaça ma nuque. Ce n'était pas un bug. C'était trop précis, trop intentionnel. Une présence. Le mot même, interdit, brûla ma langue. Qui est là ? Ma question se perdit dans le bourdonnement des machines. Aucune réponse. Seulement cette impression tenace d'être observé, scruté avec une curiosité qui n'était pas mécanique. Je serrai le scanner si fort que le plastique craqua. La peur était une faille, une faiblesse. Le commandant Vael l'aurait détecté aux moindres variations de mes signes vitaux, transmis en continu à la passerelle. Je devais me reprendre, je fixais le conduit devant moi, m'efforçant de ne voir que le métal, les câbles, la réalité tangible. Mais dans le silence qui suivit ma tentative de contrôle, un son nouveau émergea. Un chuchotement. Pas dans l'air, non, à l'intérieur. Comme si quelqu'un parlait juste derrière la paroi de mon crâne, utilisant les circuits de mes implants comme un haut-parleur. Souviens, le mot était à peine audible, un souffle de corruption data. Je fermais les yeux, les poings serrés. Ce n'est pas réel. Elara, mon nom, prononcé avec une douleur familière, une tristesse qui me transperça comme une lame. Je reculai d'un pas, le dos heurtant le conduit froid. La respiration me manqua. Ce n'était pas une anomalie aléatoire. Cela me connaissait. Cela m'appelait. Le chuchotement s'évanouit, laissant derrière lui un silence plus lourd que le bourdonnement des machines. Un bug, me répétais-je, le menton tremblant. Rien qu'un bug neural, mais le doute, lui, s'était ancré. Et il ne partirait plus. L'alerte de déviation sur mon afficheur neural clignotait en rouge discret, mais mes pas continuaient vers le conduit marqué « Accès restreint ». Le panneau était ancien, la peinture écaillée. La porte coulissante derrière lui était bloquée à moitié, laissant une brèche d'1 mètre de haut.
Juste assez. L'air qui en sortait était stagnant, chargé d'ozone et de poussière métallique. Mon protocole intérieur hurlait au silence. Déviation non autorisée. Retournez à votre itinéraire assigné. Je posai une main sur le métal froid. La sensation me traversa le bras, un écho de familiarité. Je connaissais cette résistance. J'avais déjà forcé cette porte. Je m'agenouillais, ignorant le pouls douloureux derrière mes tempes. Je me glissai dans l'ouverture. Le métal déchira ma combinaison à l'épaule. Puis je fus de l'autre côté. L'obscurité était totale, absolue, plus profonde que celle des couloirs principaux. Mes implants rétiniens mirent plusieurs secondes à s'ajuster, dessinant le monde en contours verts et froids. Un couloir de service, étroit, des câbles pendant comme des lianes, des panneaux arrachés révérant les entrailles du vaisseau. Le bourdonnement habituel de l'Odyssée était ici réduit à un murmure mourant, le rythme cardiaque du géant devenu faible et irrégulier. J'avançais. La poussière, épaisse, étouffait le bruit de mes bottes. Sur un mur, quelqu'un avait gravé quelque chose. Je frottais la couche glisse du bout des doigts. Des chiffres, une date, la date du départ. En dessous, une phrase tracée d'une écriture nerveuse, presque paniquée, ils ne veulent pas qu'on se souvienne. Le sang cognait à mes tempes. Ce n'était pas un graffiti de routine, c'était un message. Laissé pour qui? Un grincement métallique résonna plus loin dans le couloir. Je me figuais, retenant mon souffle. Rien ne bougea, seulement le tic-tac d'une condensation lointaine. C'est alors que je la visse. Une plaque de maintenance à peine fixée. Derrière, une cavité abritait un boîtier de données standard, recouvert de poussière mais intact. Un modèle obsolète, sans connexion sans fil. Un coffre-fort analogique. Mes doigts tremblaient en le sortant. Il était lourd, froid. Sur le côté, un petit lecteur biométrique émit une lueur faible à mon contact. Il ne s'alluma pas au rouge du refus, ni au vert de l'acceptation. Il resta orange, hésitant, comme s'il se souvenait à moitié. Je n'avais pas de raison d'être ici, pas de justification. Rien qu'une pulsion sourde, un aimant dans l'os de mon crâne. Le grincement de la porte coulissante bloquée résonna comme un cri dans le silence derrière moi. Au-delà, l'obscurité était palpable. Et pour la première fois, je n'avais pas peur d'y entrer. J'étais déjà dedans. Je serrais le boîtier contre ma poitrine et je m'enfonçais plus avant. La lumière de ma lampe frontale accrocha une inscription sur un panneau de métal froid. Une écriture familière, à la fois sienne et étrangère. Les lettres étaient gravées à même la paroi, au couteau ou avec un outil pointu. Elles n'étaient pas alignées, mais creusées avec une urgence sauvage, comme griffées dans un dernier souffle. Ne pas oublier, le souffle me manqua. La poussière s'était accumulée dans les entailles, mais les mots transperçaient le temps. Je connaissais cette inclinaison du N, ce R, tracé d'un seul élan. C'était mon écriture. La même que sur les rapports de maintenance que je signais machinalement chaque cycle. Pourtant, je ne me souvenais pas. Je ne me souvenais pas d'être venu ici. Je ne me souvenais pas d'avoir tenu un outil, d'avoir pressé sa pointe contre ce métal. Le vide en moi était un gouffre silencieux, mais ces lettres en étaient les bords déchiquetés. Une preuve. Mes doigts glissèrent du boîtier froid contre ma poitrine pour toucher la paroi. La poussière était grise et fine. Sous mon pouce, le métal était lisse, puis venait l'arête brutale du sillon. Je suivis le tracé du haut, il était profond. Il avait exigé de la force, de la détermination. Pourquoi? Je reculai d'un pas, la lampe balayant la surface autour du message. Rien d'autre. Juste cette niche technique étroite, ce conduit d'aération mort, et ces trois mots jetés à la face du néant. Ne pas oublier quoi? La question résonna dans le silence de ma propre tête. Elle ne trouva aucun écho, seulement le bourdonnement familier du vide. Mais quelque chose avait changé. Le vide n'était plus un état naturel, c'était une chose faite, une chose imposée. Je regardais mes mains, les mêmes mains qui avaient tenu le stylet, qui avaient creusé cet avertissement désespéré contre l'oubli, contre mon oubli. La loyauté qui me tenait droite depuis mon réveil, ce dévouement à la mission, à l'arche, au protocole, elle se fissura. Non pas avec un craquement, mais avec le silence mince et froid d'une vitre qui se couvre d'une toile d'araignée. Le paysage était toujours là derrière, mais déformé, brisé. Je n'étais pas une opératrice dévouée victime de trous de mémoire. J'étais quelqu'un qui s'était battu pour laisser un message pour elle-même, un message que le système, les effacements, le dogme de Vael avaient cherché à effacer. Les doigts tremblants sur le métal froid, je touchais les lettres que j'allais graver. Comment pouvais-je avoir écrit un avertissement que je ne me souvenais pas d'avoir écrit, et contre quoi me mettais-je en garde? Chapitre 2. Dans les méandres de l'oubli, les couloirs de l'Odyssée, autrefois familiers, étaient devenus une géographie de la peur, chaque ombre cachant les yeux froids de Vael. Je me suis arraché à la paroi gravée. Le mouvement a déchiré le silence. Mes pas ont résonné sur la grille du plancher, trop fort, un toc-toc-toc de coupable. La voix du commandant a jailli des haut-parleurs, lisse et tranchante comme une lame chirurgicale. Opératrice Elara, cessez votre déplacement. Présentez-vous pour évaluation neurale immédiate. Je me suis mis à courir. Les lumières ont clignoté, passant du blanc neutre au rouge pulsé. Une alarme basse a grondé dans la structure, le battement de cœur métallique du vaisseau devenant arythmique. Je tournai au coin d'un couloir, manquant percuter un drone de maintenance inerte.
Son objectif noir me suivit lentement. Votre déviance met en péril la mission. L'arche exige l'ordre. Sa voix était partout, en moi. Je pressais mes paumes contre mes tempes, contre les cicatrices en forme de circuit qui picotaient soudain. Un souvenir éclata, cette même course, ces mêmes couloirs, mais la panique était plus ancienne, viscérale. La main dans la mienne n'était pas un fantôme, c'était réel. Je l'avais lâché. Je vis les phares des patrouilles balayer l'intersection devant moi. Je me suis engouffré dans un conduit de maintenance, le panneau coulissant refermé derrière moi d'un claquement étouffé. L'obscurité, l'odeur de l'ozone et de la poussière stérile. Le seul son n'était le sifflement ténu de ma respiration et le bourdonnement lointain des systèmes. Je me suis adossé à la paroi froide, les genoux remontés contre ma poitrine. La peur était un goût de cuivre dans ma bouche. Puis, le froid du métal contre mon dos a changé. Une tiédeur a diffusé, localisé, comme si quelqu'un s'était tenu là un instant plus tôt. Je me suis figé. Sur la paroi en face de moi, dans la pénombre striée par la lueur d'un indicateur défaillant, un reflet s'est formé. Ce n'était pas une tache de lumière, c'était une silhouette féminine, distincte. Elle tournait la tête vers moi. Lentement, elle leva un doigt à ses lèvres. Le geste était clair. Silence. Puis son bras s'étira. Son doigt pointa vers l'obscurité du conduit qui plongeait plus profond, vers les entrailles abandonnées du vaisseau. Le reflet s'est évanoui. Je restais là, le cœur battant à tout rompre. Vael et ses hommes fouillaient les couloirs. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre me traquait aussi. Et cette fois, cela me montrait un chemin. Tu as l'air d'un fantôme toi-même, opératrice. Pourquoi devrais-je risquer ma place pour les tiens? La voix était sèche, dépourvue de chaleur. Kael ne s'était pas retourné. Il observait une culture de cellules sous un prisme lumineux, le dos tourné à la porte blindée que j'avais réussi à forcer. Ses mains, fines et marquées de cicatrices pâles, ne tremblaient pas. « Ils ont ordonné mon effacement », dis-je, la gorge serrée. Ma voix résonnait étrangement dans le petit laboratoire en désordre. Des écrans affichaient des spirales d'ADN qui tournoyaient lentement. L'air sentait l'ozone et le gel stérile. « Vael élimine les bugs. C'est son protocole. » Il posa délicatement la lame de verre. « Tes anomalies sensorielles sont dans les logs. Les hallucinations de stress post-cryo. C'est la conclusion officielle. » Ce n'était pas une hallucination. Je m'approchai, mes bottes silencieuses sur le sol métallique. Elle m'a montré un chemin. Il pivota enfin. Son regard perçant me scruta. De mes cheveux en désordre aux cicatrices en forme de circuit sur mes tempes, une lueur d'intérêt ironique traversa ses yeux gris. « Elle, tu personnifies déjà le phénomène. C'est fascinant et dangereux. Tu ne crois pas au dogme, Kael. Je l'ai vu dans tes rapports. Des doutes en filigrane, des questions. » Il resta silencieux un moment, les doigts tapotant le bord de la console. Des données défilèrent. Des séquences génomiques au schéma de fréquence neurale. Le système neural holographique, dit-il finalement d'une voix plus basse. Il ne stoppe pas que des copies de sauvegarde. Il fuit. Des schémas résiduels, des échos d'anciens cycles, peuvent se manifester dans le champ de perception des opérateurs dont les implants sont sensibles, comme des fantômes dans la machine. Le souffle me manqua. Des souvenirs? Des ombres de souvenirs? Des bribes de personnes qui ne devraient plus exister. Il me fixa. Si les tiens sont si nets, si dirigés, c'est qu'ils sont récents ou intensément chargés. Il se pencha, ouvrit un panneau caché sous sa console et en sortit un cylindre de métal froid gravé de code barrière. Va aux notes de diagnostic 12 dans les anciens quartiers d'ingénierie. C'est un collecteur secondaire du SNER non surveillé. Si tes fantômes sont réels, leurs empreintes neuronales brutisseront. Il tendit la clé. Mais ne me regrette pas si ce que tu trouves te détruit. Je saisis le cylindre. Il était lourd, bien plus lourd que sa taille ne le laissait penser. Pourquoi, murmurai-je. Un sourire mince et sans joie étira ses lèvres. Parce que si tu as raison, alors le protocole est un mensonge, et je déteste les mensonges surtout quand ils contaminent mes données. Il tourna les yeux vers ses écrans, un renvoi clair. Je glissai la clé dans ma poche et me dirigeai vers la sortie. Son dernier mot me suivit, chuchoté dans le bourdonnement des machines. « Cours vite, fantôme !» Le terminal s'alluma d'une lueur spectrale, et les voix chuchotèrent non plus dans les murs, mais directement dans son crâne. La salle du nœud 12 était une tombe. L'air sentait l'ozone brûlé et la poussière statique. Des rangées de serveurs inertes, leurs panneaux vitrés obscurcis, s'alignaient comme des cercueils dans la pénombre. Seul le terminal central, un monolithe de cristal et d'acier, émettait une pulsation faible et régulière. J'insérai la clé de Kael. Le système grogna, cracha une ligne de code rouge, puis accepta. L'interface du système neural holographique se déploya. Ce n'était pas une simple console. C'était une carte des consciences archivées, un cimetière de schémas cérébraux. Des milliers de lignes, chacune représentant un membre d'équipage en stade, tous normaux, tous silencieux. Puis je vis les anomalies. À la périphérie du réseau, regroupées comme une constellation malade, brillaient des dizaines de signatures en surbrillance. Leur code d'identification était corrompu, remplacé par des séquences binaires erratiques, les rémanences.
Je sélectionnai la plus proche, une entité désignée Echo 7. Chargement du schéma neuronal complet. Annonça une voix synthétique. La salle disparut. Ce ne fut pas une vision. Ce fut une invasion. Une pression immense s'abattit sur mes tempes. Des images explosèrent derrière mes paupières, des couloirs bondés, des visages déformés par la terreur, des alarmes stridentes qui déchiraient l'air. Je sentis la chaleur des incendies, l'odeur âcre de la chair calcinée. Et des voix, des dizaines de voix, qui hurlaient en chœur un même mot, un ordre, une prière, n'ouvraient pas l'arche. La douleur devint aiguë, précise. Elle perçait mes souvenirs comme un forêt. Et au centre du chaos, je la vis, moi. Vêtu d'un uniforme blanc de chef scientifique, les cheveux en désordre, le visage marqué par une fatigue abyssale. Elle, se tenait devant les portes monumentales de la salle de l'Arche. Ses mains, couvertes de suie et de sang, pianotaient frénétiquement sur un terminal portable. Ses lèvres remuaient, répétant les mêmes mots que les voix fantômes. Verrouillez tout, effacez tout, il ne doit rien rester. Son regard se leva, et à travers le voile du temps et de la mémoire, elle me fixa. Ses yeux, mes yeux, étaient des puits de désespoir et de résolution. La fusion se rompit dans un cri étouffé. Je me réveillai à même le sol froid, le goût du métal et de la peur dans la bouche. Des larmes brûlantes coulaient sur mes joues. L'écran du terminal clignotait, affichant le résultat de l'analyse comparative. Signature neuronale, ELARA 7, active, corrélation avec schéma archive, Cominette 9, 87% statut, rémanence primaire détectée, les mots dansaient devant mes yeux brouillés. La confirmation était là, glaciale, irréfutable. Le fantôme avec lequel je venais de fusionner, c'était moi. Un écho de ma propre conscience, scellé ici comme un avertissement. Je rampais contre le serveur le plus proche, mes mains tremblantes pressées contre mon sternum où mon cœur cognait comme un oiseau pris au piège. Je n'avais pas seulement vu un souvenir. J'avais regardé mon propre fantôme. Les projecteurs l'aveuglèrent avant même que les mains ne l'agrippent. Vael émergea de l'ombre, son visage un masque de dégoût triomphant. « Saisissez-la !» Des mains gantées s'enfoncèrent dans mes bras, le tirant du sol froid. Je me débattis, un réflexe animal, mais l'étreinte était d'acier. Le commandant s'approcha, son uniforme impeccable tranchant sur la grisaille du couloir. Ses yeux lasses, ne trahissaient aucune surprise, seulement une satisfaction amère. « ELARA Vance » dit-il, et le nom frappa comme une lame. Ou devrais-je dire Dr Vance? Je cessais de lutter. Le souffle me manquait. Qu'est-ce que? Tu ne te souviens pas? Bien sûr que non, c'était le but. Il fit un pas de plus, son regard balayant le terminal qui clignotait encore avec ma condamnation. Tu étais notre chef scientifique. La brillante ELARA Vance. C'est toi qui as conçu le protocole de réveil cyclique, toi qui as ordonné l'effacement des mémoires de l'équipage. Et toi? Sa voix se fit plus sourde, chargée d'une colère froide. Toi qui as scellé l'arche, qui as verrouillé les portes du sanctuaire et condamné des milliers de schémas neuronaux à errer dans les limbes de ce vaisseau. Le couloir sembla vaciller. Les mots de Vael résonnaient, mais ils ne s'assemblaient pas. Ils ne pouvaient pas. Non. C'est un mensonge. Le protocole, la mission était un piège, ELARA. Kepler 4082b est un désert radioactif. Tu l'as découvert juste avant le grand départ. Et plutôt que d'annoncer l'échec, plutôt que de condamner l'humanité à la vérité, tu as choisi le mensonge. Tu nous as enfermés dans ce cercueil de 5 km avec pour seul Dieu une arche vide et pour seule réalité un rêve empoisonné. Un des gardes me tordit le bras plus fort. La douleur était réelle, aiguë. Trop réelle. Parvins-je à chuchoter. Vael se pencha, son haleine chaude sur mon visage. Parce que tu as eu peur. Peur du chaos, peur de la révolte. Alors tu as créé cette prison élégante. Tu as fait de nous les gardiens de notre propre enfer. Et ces fantômes que tu traques. Il eut un rire bref, sans joie. Ce ne sont pas des bugs, ce sont les échos des consciences que tu as volés. Les rémanences de ceux qui sont coincés entre la vie et la non-vie, parce que tu as jugé plus humain de leur offrir un mensonge qu'une fin. Il se redressa, son masque de discipline parfaitement remis en place. Emmenez-la en cellule d'isolement. Le protocole d'ouverture de l'arche est engagé. Le conseil a décidé qu'il était temps de confronter notre héritage. Il m'entraînait à mes bottes traçant des sillons inutiles sur le sol. Je ne résistais plus. Les pièces s'emboîtaient enfin, formant une image monstrueuse. La main dans ma mémoire, le reflet familier, la douleur dans la voix du fantôme. Ce n'était pas le vaisseau qui était hanté, c'était moi, enfermé dans ma cellule, le visage illuminé par l'écran montrant les préparatifs solennels de l'ouverture de l'arche. Et Lara comprend, ces fantômes ne hantent pas le vaisseau, ils en sont les geôliers, et elle les a laissés faire. Chapitre 3. L'arche et le tombeau, la porte de la cellule s'ouvrit non pas sur le visage dur d'un garde, mais sur les traits inquiets de Kael, un doigt posé sur ses lèvres. Il entra d'un pas silencieux, le panneau se refermant derrière lui avec un clic étouffé. Dans sa main, un injecteur chromé captura la lumière bleutée des écrans de surveillance. Son regard balaya la pièce, évitant le mien un instant trop long. « Ta signature biométrique est devenue un fantôme », murmura-t-il.
Sa voix était plate, professionnelle, mais une tension tirait ses épaules. Le système pense que tu es déjà en stase cryogénique, une erreur de synchronisation, bien sûr. Il s'approcha, l'injecteur levé. Je ne reculais pas. L'odeur de l'antiseptique qu'il portait toujours, mélangée à une pointe de transpiration, envahit l'espace entre nous. Pourquoi? Ma propre voix était rauque, usée. Il cligna des yeux, comme si la question était idiote. Parce que les données ne mentent pas. Sauf quand elles le font. Son doigt effleura le déclencheur de l'injecteur. Une lumière verte clignota. Et tes lectures neurales, elles ne correspondent à aucun profil d'opératrice. Jamais vu ça. La piqûre à mon cou fut froide, précise. Un frisson électrique parcourut mes veines, suivi d'une sensation de déverrouillage sourd dans ma nuque. Les menottes à induction s'ouvrirent avec un déclic métallique. « Vael a donné l'ordre », dit Kael en reculant d'un pas, son regard fuyant à nouveau. L'arche s'ouvre dans moins d'une heure. Il a convoqué le conseil restant, accéléré tous les protocoles. Il parle de purification, d'en finir avec les doutes avant le réveil final. Il me tendit une tablette. L'écran affichait un plan du vaisseau, un chemin lumineux serpentant des profondeurs du niveau 4 jusqu'au cœur du niveau 1. La salle de l'arche. Un point rouge clignotait à l'entrée des conduits abandonnés que le reflet m'avait indiqué. C'est le seul chemin non surveillé. Les scanners y sont morts depuis des décennies. Il marqua une pause. Si tes fantômes existent, c'est par là qu'ils passent. Je pris la tablette. Le poids du plastique dans ma main était réel, tangible, contrairement à tout le reste. Tu risques la stase permanente, dis-je. Un sourire tordu apparut sur son visage. Je risque surtout de mourir d'ennui. Allez, avant que le système ne se rende compte que son fantôme a un corps. La phrase de Kael résonna comme un glas. Leur course venait de commencer. Les alarmes étaient devenues le battement de cœur de l'Odyssée. Une pulsation stridente qui chassait Elara et Kael comme des animaux traqués dans les entrailles du vaisseau. Nous nous sommes engouffrés dans le conduit indiqué par la tablette. L'air y était immobile, chargé d'une odeur de métal froid et d'ozone stagnante. Les lumières d'urgence ne fonctionnaient plus ici. Seules nos lampes frontales découpaient des tranches d'obscurité dense. Kael suivait, son souffle court, résonnant derrière moi. « Ils vont sceller les niveaux », a-t-il chuchoté. « Un par un, nous allons peut-être 10 minutes. » Je ne répondis pas. Je fixais les ombres qui semblaient bouger en périphérie de la lumière. Des mouvements furtifs, trop rapides pour être des rats de maintenance. Des reflets sur des surfaces qui n'auraient pas dû en avoir. Puis, elle est apparue. Pas une silhouette floue cette fois. Une femme, nette, debout à l'intersection de deux conduits. Ses traits étaient calmes. Ses yeux tristes. Elle portait une combinaison de travail différente de la nôtre, d'un modèle que je n'avais jamais vu. Elle leva une main, paume vers nous, arrêt. Je me suis figé, agrippant le bord froid d'une écoutille. Quoi? A soufflé Kael, aveugle à ce que je voyais. La femme fantôme tourna la tête, indiquant du menton un panneau de maintenance à moitié arraché. Derrière, un boyau plus étroit s'enfonçait dans la verticale, un chemin non répertorié. Elle disparut. Pas un fondu, mais une extinction, comme si quelqu'un avait coupé son projecteur. Par là, dis-je, la voix rauque. Kael jeta un coup d'œil au panneau, puis à moi. Son scepticisme habituel avait cédé la place à une tension aiguë. D'accord. La descente fut un enfer de métal tordu et de câbles pendants. Nos combinaisons se déchiraient aux arêtes vives. Parfois, dans les reflets d'une surface chromée, je voyais d'autres formes. Des silhouettes qui nous observaient, qui semblaient nous escorter. Certaines hochaient la tête. Nous avons émergé dans un secteur abandonné du niveau 2, une ancienne galerie de quartier d'équipage, maintenant silencieuse et poussiéreuse. Les portes des cabines étaient scellées. Sur l'une d'elles, un nom était gravé à la main sur une plaque. Dr. Elara Vance, mon nom. Un nom que je n'avais pas porté depuis des cycles. Elara a murmuré Kael derrière moi. Je n'eus pas le temps de répondre. Un grésillement a déchiré le silence, suivi par la voix métallique du commandant Vael, diffusée par les haut-parleurs de secours. Opératrice Elara, vous êtes en violation directe du protocole de préservation. Cessez immédiatement votre progression. Tout mouvement vers le niveau 1 sera considéré comme un acte de trahison et traité avec la force létale appropriée. Son ton était d'un calme terrifiant. Nous avons couru. La galerie donnait sur une antichambre monumentale, aux parois incurvées comme des côtes. Au fond, une porte massive, ornée du sceau de la mission. La salle de l'arche. Nous étions à 20 mètres quand les projecteurs s'allumèrent, nous aveuglant. Alors qu'ils débouchaient enfin dans l'antichambre du cœur, la silhouette imposante du commandant Vael les attendait, flanquée de garde, un sourire glacial aux lèvres. La salle de l'arche n'était pas un sanctuaire, mais une chambre forte monumentale, dominée par une structure cristalline pulsant d'une lumière froide. Et autour d'elle, les silhouettes translucides des rémanences se pressaient, silencieuses et anxieuses. Vael souriait, un pistolet à impulsion pointé vers mon torse. Les gardes derrière lui avaient leurs armes levées. « Je savais que les fantômes vous mèneraient à moi », répéta-t-il, son calme plus menaçant qu'un cri. « Ils vous ont guidé droit dans la nasse, Elara, comme ils ont guidé les autres déviants avant vous. » Kael se raidit à mes côtés. « Commandant, écoutez-la, regardez-les.
Il désigna les formes spectrales. Elles étaient plus nettes ici, une douzaine peut-être, toutes tournées vers l'arche. Des échos, cracha Vael, des résidus de schémas neuronaux dans le système holographique. Les fantômes de ceux qui ont douté avant de se faire effacer. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Vous les voyez parce que votre propre effacement était incomplet, une anomalie. Le sol sembla basculer. Vous saviez, je sais que l'ordre est tout ce qui nous reste. Il fit un pas vers le terminal de contrôle intégré au socle de l'arche. L'ouverture est programmée dans 3 minutes. Le protocole sera accompli. Kepler 42b est un piège, ma voix se brisa. L'arche, ce n'est pas une banque de génomes. Les rémanences s'agitèrent, leurs formes frémissant comme des flammes. L'une d'elles, la silhouette féminine, s'approcha de Vael. Elle tendit une main translucide vers son bras. Il frissonna, mais ne recula pas. Des interférences, gronda-t-il, mais son assurance vacilla une fraction de seconde. Kael profita de l'instant. J'ai analysé des échantillons. Les données biologiques sont corrompues. La donnée, instable. Ouvrir ça, c'est relâcher une erreur. Vael se tourna vers lui, son visage un masque de fureur contenu. La mission est la seule vérité. Tout le reste est du bruit. Du bruit que je vais faire taire. Il pivota et plaqua sa main sur le terminal. Un bourdonnement profond émana du cristal. Les rémanences se figèrent, puis se tournèrent toutes vers moi. Leur visage centré était empreint d'une urgence désespérée. La femme ouvrit la bouche dans un silence qui résonna plus fort qu'un cri. Alors que Vael actionnait le terminal, un cri de rage et de désespoir jaillit du cœur d'Elara. Elle bondit, ses doigts se plantant de force dans l'interface neurale. La douleur fut immédiate, électrique, et avec elle déferla le tsunami de sa mémoire effacée. Les souvenirs ne revinrent pas comme des images, mais comme une possession. J'étais de nouveau le docteur Elara Vance, chef du projet Exodus, regardant les données définitives confirmant l'apocalypse microbienne de Kepler 84b et signant l'ordre du plus grand mensonge de l'histoire humaine. La douleur de l'interface était un filtre à travers lequel la vérité se déversa. L'arche n'était pas un sanctuaire, c'était une arme. Un vecteur biologique conçu pour exciser toute vie complexe sur une planète déjà morte. Un protocole de stérilisation à l'échelle planétaire. Et les fantômes, les rémanences se pressèrent autour de moi, leurs silhouettes gagnant en densité, en détail. Je reconnus les visages, mon équipe, ceux qui avaient refusé le mensonge. Nous les avions effacés, leurs schémas neuronaux scellés dans le système comme gardiens inconscients du tombeau. C'est un piège, ma voix était rauque, étrangère, chargée de 2 siècles de culpabilité. Ouvrir l'arche, qu'activer le protocole, il n'y a pas de colonisation, seule une purge. Vael était figé, sa main toujours sur le terminal, son masque se fissura, pas de colère, de l'horreur. L'horreur de voir son dieu se révéler démon. Les données, souffla Kael à côté de moi. Il scrutait les flux bruits qui défilaient maintenant sur les écrans, pâles. Les anomalies, c'est l'agent pathogène, en dormance. La femme fantôme, mon ancienne adjointe, posa une main translucide sur le cristal, un geste de supplication, de mise en garde. Il faut refermer le système, Kael, le sceller pour de bon. Vael secoua la tête, un mouvement lent, animal. Tout pour rien? Pour survivre, dis-je. La décision m'écrasait, condamner l'Odyssée à l'errance perpétuelle. Faire de nous les gardiens d'un cercueil. Mais c'était le seul choix qui restait. Kael hocha la tête, ses doigts volant déjà sur son terminal portable, court-circuitant les protocoles d'ouverture. Je verrouille les séquences de déploiement, mais c'est irréversible. Vael ne tenta pas de l'en empêcher. Il regarda la silhouette de la femme fantôme, puis son propre reflet dans le cristal noir. Son arme de service glissa de son holster. Le son fut sec, définitif, dans la salle silencieuse. Son corps s'affaissa, une tache sombre sur le sol immaculé. Le grondement des verrous qui se rabattaient fut celui d'un tombeau qui se referme. La lumière de l'arche s'éteignit, plongeant la salle dans une pénombre que seuls les rémanences éclairaient, paisible maintenant. Alors que les lourds verrous de l'arche se refermaient dans un grondement terminal, scellant à jamais le rêve empoisonné, Elara sentit le poids du silence retomber sur l'Odyssée. Une seule question brûlait dans l'esprit de chaque survivant, désormais gardien de l'errance, comment vivre quand on a choisi de ne jamais arriver. Chapitre 4. Les gardiens de l'errance, la porte de la salle de l'arche se scella derrière eux dans un soupir hydraulique, et Elara comprit qu'ils étaient pris au piège non pas dans une salle des machines, mais dans un mausolée. L'air était froid, stérile. Au centre, sur un piédestal, reposait le cristal noir de l'arche. Aucune lueur bleutée, aucun bourdonnement de données. Juste du verre opaque et mort. Vael se tenait devant, dos droit. 2 gardes en armure légère bloquaient la seule issue. Leurs visières étaient baissées. L'illusion prend fin, dit Vael sans se retourner. Le protocole de purification va s'exécuter. Il effacera les schémas neuronaux résiduels parasites. Il restaurera l'ordre. Kael s'était placé légèrement devant moi. Je voyais la tension dans ses épaules. L'arche est vide, commandant, dit-il, sa voix trop calme. J'ai analysé les flux. Il n'y a pas de banque de génome. Seule une boucle de commande pour le système cryogénique. Vael se tourna enfin. Son visage était un masque de fatigue usé jusqu'à la corde. Pas de colère, une résignation terrible.
L'ordre doit être préservé. La mission est tout ce qui nous reste. C'est alors qu'ils apparurent. Non plus des reflets en coin d'œil, mais des formes pleines, translucides, émettant une lueur douce et froide. Des dizaines. L'équipage originel. L'homme que j'avais vu, la femme qui m'avait guidé. Ils se matérialisèrent entre nous et les gardes, entre Vael et le cristal. Les gardes levèrent leurs armes, mais les faisceaux d'énergie traversèrent les formes sans effet. L'un des gardes recula, un juron étouffé dans son casque. L'autre laissa tomber son arme, le son résonnant sur le sol métallique. La femme fantôme leva la main vers Vael. Pas un geste de menace, une offrande. Une image se forma dans mon esprit, claire et douloureuse, pas une invasion, mais un sacrifice. L'équipage conscient, se branchant volontairement au système neural pour nourrir de leurs souvenirs, de leur personnalité, la simulation de la mission, pour donner un sens à notre long sommeil vers nulle part. Pour que nous ne devenions pas fous du vide. Vael vacilla. Il regarda la silhouette de la femme fantôme, puis son propre reflet dans le cristal noir. Son arme de service glissa de son holster. Le son fut sec, définitif, dans la salle silencieuse. Son corps s'affaissa, une tache sombre sur le sol immaculé. Le grondement des verrous qui se rabattaient fut celui d'un tombeau qui se referme. La lumière de l'arche s'éteignit, plongeant la salle dans une pénombre que seuls les rémanents éclairaient, paisible maintenant, alors que les lourds verrous de l'arche se refermaient dans un grondement terminal, scellant à jamais le rêve empoisonné, et Lara sentit le poids du silence retomber sur l'Odyssée. Une seule question brûlait dans l'esprit de chaque survivant, désormais gardien de l'errance, comment vivre quand on a choisi de ne jamais arriver. Il faut le neutraliser, et Lara. Il ne lâchera jamais le contrôle, murmura Kael, le paralyseur braqué sur le commandant prostré. Vael était assis contre le cristal noir et froid de l'arche. Ses yeux ne quittaient pas le sol. L'homme qui ordonnait des purifications était réduit à un souffle rauque, à des mains qui tremblaient légèrement. Je voyais le reflet de Kael dans la paroi lisse, son visage durci par une logique implacable, éliminer la menace, assurer notre survie. C'était rationnel. Mais derrière Vael, en surimpression sur l'obscurité de l'arche, la rémanence était là, la femme fantôme. Elle ne faisait aucun geste, elle attendait. Son regard, si c'en était un, était posé sur moi. Pas de pression, une simple présence qui rendait l'idée de violence superflue, encombrante. Neutralisée, oui, dis-je, ma voix plus calme que je ne l'espérais, mais pas comme ça. Kael tourna la tête d'1 millimètre, sans délier son arme. Tu as une meilleure idée? Il a un accès racine. Il peut tout verrouiller depuis n'importe quel terminal. Il a déjà tout verrouillé, répondis-je en approchant de Vael. Je m'accroupis. Il ne leva pas les yeux. Dans sa tête, le protocole, l'autorité, la mission, c'est sa prison. La vraie purge, ce n'est pas celle qu'il ordonne, c'est celle qu'il subit. Je posai une main sur le panneau de contrôle mural. Les systèmes de stase d'urgence étaient toujours actifs dans cette salle. Une relique des premiers jours. On le met en sommeil. Cryogénie de maintenance indéfinie. On transfère officiellement son autorité à un conseil. Toi, moi, d'autres, plus tard. On désactive les protocoles de purification à la source. Kael resta silencieux un long moment. Le paralyseur baissa de quelques degrés. C'est un risque. Tout est un risque. Mais tu es un homme brisé. Ça ne nous protège pas. Ça ne nous protège pas. Ça nous définit. Je regardai la rémanence. Elle inclina très légèrement la tête. Et nous avons choisi de ne pas être définis par leur peur. Un souffle, presque un rire amer, s'échappa de Kael. Il rangea l'arme dans son holster. D'accord, programmons la capsule. Mais si ce connard se réveille avec une idée derrière la tête, ce sera à nous de lui rappeler la vérité. Alors qu'il programmait la capsule de stase, Elara regarda Vael dont les yeux fixaient l'arche vide avec une horreur résignée et sut qu'il avait enfin atteint son propre réveil bien trop tard. Pour la première fois depuis des décennies, les écrans du pont affichaient non pas des projections de Kepler 83ab, mais les schémas réels et vieillissants des circuits de l'Odyssée. Je posais les mains sur la console principale, sentant sous mes paumes la vibration sourde et constante des moteurs de maintien en position. Une vibration qui ne mènerait plus nulle part. Kael, à ma droite, faisait défiler des diagnostics sur un panneau latéral. Ses yeux cernés trahissaient les cycles sans sommeil. Les boucliers thermiques du secteur de 7 faiblissent, annonça-t-il la voix neutre. Sans les protocoles de maintenance automatique, la dégradation est exponentielle. Nous ne pourrons pas tout surveiller. Je hochai la tête, le regard fixé sur la silhouette translucide qui venait de se matérialiser près du tableau de navigation. La rémanence, celle qui ressemblait à une ingénieure avec ses cheveux courts et son gilet utilitaire, leva une main. Ses doigts effleurèrent l'interface holographique. Des lignes bleutées jaillirent, dessinant un réseau complexe de conduits et de jonctions, avec un point de défaillance clignotant en rouge à l'endroit exact que Kael venait de mentionner. « Elle confirme » murmurai-je. Kael se tourna, étudiant la projection fantôme. « Demande-lui, demande-leur s'il existe un conduit de dérivation, un accès secondaire pour contourner la panne. » Je ne demandais rien. Je me contentais de regarder la rémanence, de laisser la silencieuse pression de sa présence emplir l'espace entre nous. Elle inclina la tête et le schéma changea. Un nouveau tracé, plus sinueux,
apparut en vert, serpentant à travers des zones abandonnées du plan. Ils se souviennent, dis-je. Ils se souviennent de chaque soudure, de chaque câble. Kael émit un grognement qui pouvait passer pour approbateur. Ses doigts volèrent sur l'interface, notant les coordonnées. D'accord. Je vais envoyer une équipe de drones, mais il faut calibrer leur trajectoire manuellement. Ça va prendre des heures. Nous avons le temps, répondis-je en regardant par la baie vitrée principale. L'éternité noire et constellée nous entourait. Plus de cap, plus de destination. Juste la préservation de ce fragile écosystème de métal, de chair et de souvenirs numérisés. Les rémanences flottaient maintenant près des postes de contrôle, des sentinelles silencieuses guidant nos mains sur des systèmes que nous avions oubliés. Leur visage était calme, dépourvu du désespoir qui avait dû les ronger. Ils avaient atteint leur but, empêcher le naufrage final. Maintenant, ils veillaient. Kael, étudiant les schémas que les rémanences projetaient, me lança un regard où se mêlait l'épuisement et une lueur d'espoir. Ils se souviennent de chaque conduit. Peut-être que ce vaisseau peut naviguer éternellement, après tout. Le grondement des moteurs avait changé de tonalité. Ce n'était plus le chant fiévreux de l'approche, mais la basse constante et réconfortante d'une éternité en mouvement, une berceuse pour le vaisseau tombeau et ses habitants. Je me tenais dans le jardin hydroponique, l'air chargé de l'odeur d'humus et de floraison. Les cultures s'étageaient en terrasse sous les néons, mais entre les rangées de choux et de fraisiers, nous avions placé d'autres choses, des objets. Une brosse à cheveux en plastique jauni, un carnet de notes aux pages cornées, un jouet d'enfant, une petite navette au plastique érodé. Chaque artefact reposait sur un coussin de mousse marqué d'une plaque avec un nom, les noms de ceux qui dormaient dans l'arche et de ceux dont les souvenirs erraient parmi nous. Kael ajustait le projecteur au centre de la clairière. Ses mains, marquées de fines cicatrices, étaient stables. Il avait perdu son ironie de façade, remplacée par une gravité tranquille. Il était devenu notre archiviste, celui qui traduisait les schémas que les rémanences nous montraient, qui entretenait les systèmes pour que ce cercueil de 5 km continue de fendre le vide. « La connexion est stable », dit-il sans se retourner. Sa voix portait une fatigue ancienne, mais plus de doute. Autour de nous, une poignée de l'équipage actuel. Ceux que nous avions réussi à réveiller sans déclencher les protocoles de Vael attendaient en silence. Ils portaient des combinaisons de maintenance, pas des uniformes. Leur regard allait des reliques aux lumières douces qui commençaient à s'agréger entre les arbres. Les rémanences vinrent. Elles n'étaient plus des fantômes effrayants ou des reflets furtifs. Elles émergeaient de la structure même du vaisseau, des coalescences de lumière chaude qui prenaient des formes vaguement humaines. L'entité féminine qui m'avait guidé la première fois se matérialisa près de la première relique. Elle tendit une main lumineuse au-dessus de l'objet et une voix, non pas auditive mais imprimée directement dans ma perception, murmura un nom. Anya. Un à un, les autres lumières firent de même. Un murmure de noms emplissait l'espace, un roulement doux et continu. Le jardin n'était plus un simple écosystème de survie. Il devenait un mémorial, un cimetière en mouvement. Je sentis le poids de ma propre relique dans ma poche, la clé de cristal qui scellait l'arche. Je l'avais portée chaque jour depuis que j'avais retrouvé la mémoire, depuis que je m'étais souvenu d'être celle qui avait ordonné le grand oubli. Celle qui avait scellé le piège pour protéger son équipage d'une vérité trop lourde. Kepler 4052 Vub était un leurre, un monde stérile enveloppé de mensonges. Notre mission n'avait jamais été la colonisation. Elle avait été la fuite, la préservation. Je sortis la clé. Sa froideur était familière. « Tu en es sûr ?» demanda Kael, son regard perçant posé sur moi. J'hochai la tête. Je n'avais plus de trou de mémoire, seulement des cicatrices aux tempes et dans l'âme. Je m'agenouillai devant une petite pierre plate que nous avions placée là, non marquée. Je creusai un peu dans la mousse avec mes doigts, jusqu'à sentir la froideur du plancher métallique. J'y déposai la clé. Je n'en avais plus besoin. L'arche resterait scellée, son terrible secret et son trésor génétique préservé, jusqu'à ce que nous trouvions, peut-être dans des millénaires, un lieu digne d'accueillir son fardeau. La lumière de l'entité féminine vint se poser sur la pierre. Une sensation de paix, de gratitude immense et triste m'enveloppa. Ce n'était pas dans ma tête, c'était dans l'air, dans la vibration des moteurs. Ils me remerciaient, mes anciens collègues, mes amis, les fantômes que j'avais créés en les sauvant. Je me relevais. Le rituel était achevé, l'équipage actuel se dispersa lentement, retournant à ses tâches de gardien. Kael resta un moment, étudiant les motifs de lumière qui persistaient, ajoutant des notes sur son tablette. Son cynisme s'était transformé en une curiosité respectueuse. Il avait trouvé son mystère, et il le protégerait. Plus tard, je me rendis à l'observatoire de la proue. La vue n'avait pas changé. L'éternité noire, constellée d'étoiles immuables. Mais je ne la voyais plus comme un abîme ou une destination manquée. Je posai ma main sur la vitre froide. La vibration des moteurs traversait la paroi, un pouls régulier. Je sentais le vaisseau tout entier autour de moi, ses conduits, ses jardins, ses cryopodes scellés, ses souvenirs lumineux errant dans ses veines. Je sentais la présence de Kael dans la salle de contrôle, concentrée. Je sentais le sommeil paisible de milliers d'âmes dans l'arche. Je sentais la vigilance douce des rémanences, nos guides, nos consciences. Nous ne fuyions plus, nous naviguions.
Notre mission n'était pas terminée, elle avait simplement révélé sa véritable nature. Nous étions les gardiens de l'errance, les conservateurs d'un rêve qui avait évité le cauchemar. Le voyage n'était plus un moyen pour atteindre un monde. Il était le monde. Et Lara posa sa main sur la vitre froide de l'observatoire, non plus en quête d'un monde au loin, mais en salutation aux étoiles, simple témoin immuable de leur longue garde. Elle n'était plus une passagère, ni une fugitive. Elle était l'Odyssée, et le voyage était enfin chez lui.